faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je suis avec Jacques Monclar pour bien commencer cette semaine. Bonjour, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous. Alors il y en a qui ont très bien commencé leur semaine. C'est les Warriors qui ont gagné leur 30e match de la saison hier soir contre Dallas, qui sont 9e de l'Ouest, et avec Jacques, Steve Kerr qui, au gré des forfaits, des blessures, et puis de Jimmy Butler aussi qui est arrivé, est revenu à un very small ball qu'on avait longtemps vu à Golden State pendant les années fast, ce fameux 5 de la mort. Aujourd'hui, le small ball de Steve Kerr, c'est Stephen Curry, Podziemski, Moody, Butler et Green. Il n'y a pas un seul joueur, enfin il y a Butler qui fait 2m01, c'est le joueur le plus grand de cette équipe, et 2m01 c'est quand on le prend au maximum. Et on n'a pas exactement... Enfin, officiellement, il est à 2,01. Officieusement, il est peut-être un peu en dessous des 2 mètres, Jimmy Butler. Avant ou après le café ? Surtout avec ou sans les chaussures. C'est ça la question. Non, mais c'est beaucoup plus petit que le 5 de l'époque. Hein. À l'époque, il y avait toujours un Bogut, il y avait toujours un Pachulia, il y avait toujours un grand arbre au moins. Et il y a eu Looney longtemps, et notamment en 2022, même si en finale c'était plus le cas. Mais oui, il n'y a jamais un big man qui s'est réellement installé. Alors oui, il joue ce small ball, mais avec l'apparition de Quentin Post, avec Trayce Jackson Davis, qui revient de blessure, est un garçon de cercle à cercle, un peu soft, mais qui met des paniers. Et puis Kevin Looney, qui a dû perdre une petite dizaine de kilos, que je trouve plus mobile qu'à une époque où il était devenu vraiment pâteau. Kuminga aussi là est blessé depuis début janvier, mais bientôt de retour. Ouais. Tu rajoutes que Jimmy Butler est une force parce que il te fait un point de fixation. T'as pas besoin de pivot en post-up avec Jimmy Butler parce que il peut recevoir la balle au post-up, à son poste, personne ne lui résiste. Et s'il s'écarte un peu, il peut jouer du 1 contre 1 qui va créer de la passe. Comme par hasard, depuis que Jimmy Butler est là, Steph Curry cartonne à haut pourcentage. Oui, parce que ça fait une menace de plus à surveiller pour la défense. Mais et il ça se prend crée pas de toute la l'espace. défense sur la tête. Bien sûr. Draymond Green pense à mettre 2-3 paniers. Et en pianotant, Steve Kerr trouve toujours l'intensité d'un Podziemski comme hier. Là, il reste sur 2 matchs à 21 et 18 ou 19. Ouais, il est bien cartonné encore hier. Moody qui est intense aussi. Bref, il se régale. Hein. Et Jimmy Butler qui est fort, qui fait son taf. C'est une équipe qui est difficile à évaluer. Alors elle est sur une série de bons résultats. Elle est maintenant à +3 sur la barre des 50 et regarde plus vers les places de 7 et 8 que sur la place de 10e. Mais il faut voir si c'est un effet de calendrier. Ils ont eu une capacité hier à descendre considérablement Dallas en termes de scoring, mais Dallas n'avait pas un intérieur réel. Mais malgré le retour de PJ Washington, c'est reste un 4. Voilà, ça interpelle. Sont-ils capables? Parce que à l'Ouest, si tu veux, une fois que t'as dit OK ici, tout le reste entre le 2e et le 11e, il y a rien. C'est secouez-moi en fonction des blessures, des méformes, des alchimies positives ou pas. Tu veux dire qu'il n'y a pas de constance parmi les équipes Non, Denver un petit Ouest. peu plus, même si là ils se sont fait attraper par les Lakers et que le Joker leur a clairement dit monsieur dame, si vous croyez qu'on était devenu fort parce qu'on avait battu des équipes qui avaient des blessés ou qui étaient faibles, vous vous trompez. Mais ils se sont fait ramasser. On verra, mais ça reste quand même Dallas. Bon, ils sont défigurés. Minnesota n'arrive pas à enquiller la série décisive pour passer du bon côté. À la sortie, ceux qui s'en sortent très bien sont les Lakers. Les Grizzlies, globalement, s'en sortent bien. Houston est en train de prendre un sérieux coup de moins bien. On en parlera après, ouais. Mais même si là, ils arrivent à en ramasser, mais c'est plus l'équipe qui ramassait tout. Voilà, les Warriors partent de loin.
On verra dans les 10-15 jours qui viennent, parce qu'il reste une trentaine de matchs, s'ils peuvent aller piquer les Clippers. Parce que je pense que les Lakers, eux, seront dans le top 6 maintenant, sauf accident industriel. Luka Doncic va trouver un rythme de croisière, LeBron restera toujours LeBron, et puis autour, Austin Reeves, Hachimura, ça va se débrouiller, voire même Jackson Hayes va donner des minutes, enfin bon, bref. Il faut attendre encore un peu pour parler de paris gagnant pour Jimmy Butler, selon toi, où on peut d'ores et déjà dire que c'était le bon choix pour Golden State, parce qu'il y avait pas mal de voix discordantes sur ce trade, on ne savait pas si ça allait fonctionner, si lui allait s'adapter. Et en fait, tout de suite, il a amené une sorte de fougue, d'énergie qui semblait manquer aux Warriors depuis pas mal de temps, peut-être même. Alors, pas depuis le début de la saison, parce qu'au tout début de saison, ça marchait très bien, mais ensuite, ça s'était très rapidement essoufflé. Il y avait eu la blessure de Melton, qui avait complètement déséquilibré, Anthony Melton, c'est ça, qui avait déséquilibré leur truc de départ. Je sais pas, ce qui est rigolo, c'est Jimmy Butler et les Warriors, il y a un mois et demi, étaient tous les deux d'accord sur un point. Jimmy Butler ne voulait pas aller aux Warriors, et les Warriors ne voulaient pas de Jimmy Butler. C'est ça qui me fait rire. Le moins par moins a fait un super plus. Je crois que ce qui faisait peur à Jimmy Butler, c'est d'être dans cette espèce d'organisation un peu comme à Miami, avec d'autres préceptes, où un coach fort et à la voix entendue, un management fort avec un propriétaire proche de l'équipe. Alors, Riley est pas propriétaire, mais il joue un peu ce rôle-là par rapport à Mickey Harrison, Pat Riley, par Mickey Harrison, le proprio. Là, Joe Lacob est proche, Dunleavy est capable a de la marge parce qu'il n'a pas non plus demandé beaucoup. Et puis c'est l'équipe de Steph Curry. Et puis il y a déjà un voyou. Et pas le moindre, dans le sens basket du terme, s'entend, avec Draymond Green. Donc il fallait qu'il se fasse adopter, mais les fans disaient trop rien. Les fans des Warriors en ont marre aussi de prendre des tôles depuis des années, et c'est vrai qu'il apporte cette grinta. On sait que c'est Jimmy B, quoi. Paul George se faisait appeler Playoff P, ça va encore bien marcher cette année. Lui pourrait se faire appeler Funnel Jimmy, parce qu'il a quand même trimballé son équipe au final, pas tout seul, mais en faisant un très très sérieux chantier. Voilà, année après année, il représentait un poil à gratter considérable dans une conférence où a priori on le mettait pas dans les favoris, quoi. Donc et puis le basket reste le basket. Et le basket, ce sont les choses simples. C'est certainement un des joueurs qui fait le mieux les choses simples. Et dans le basket de Steph Curry, qui fait pareil, le plus simple devient le plus beau. Et il y a des séquences en plus. Et collectivement, l'intensité, il est dans son truc, il a ses 2 ans de contrat, ils l'ont mis dans une position contractuelle confortable. Ils lui ont donné l'argent qu'il demandait, en tout cas. Voilà, il a ce qu'il voulait, il vit dans la baie, il y a un projet, il y a une salle qui frémit, il y a Stephen Curry, il y a quelques joueurs de très haut niveau aussi. Ça va quand même être une équipe qui va pas du tout être bonne à prendre au premier tour, les Warriors. Alors évidemment, si c'est à la 8e place et que c'est OKC, la marche sera peut-être un peu haute, mais il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent être certaines de se dire les Warriors, ça va, tranquille, on va gérer. Personne va pouvoir les jouer tranquille. Alors l'effet Butler, il est là direct. Après, il faut qu'il le matérialise par des victoires. Je crois qu'ils sont à 30-27 ou un truc comme ça. Ils sont à 30-27, exactement. Voilà. S'ils arrivent à mettre 5-6 avec la barre des 50, c'est pour ça que les 15 jours, il faut marquer son territoire. Et puis Steph Curry, qui est devenu le premier joueur, je crois, en nombre de paniers, 30 points de score, à 30 points dans un match, en moins de 30 minutes. Dans l'histoire de la NBA. Oui, cette nuit contre Dallas. Voilà. Ouais. Et c'est dans l'histoire de la NBA, c'est jamais arrivé. C'est intéressant, ça, de voir que lui donne des minutes de qualité, quand même, globalement. Voilà. On passe on a tout dit sur les Warriors ou on peut passer à... Non, simplement que ça fait plaisir pour les gens qui veulent des nouvelles de San Francisco. Ça va moins mal qu'en 2022, mais c'est pas encore la fête au niveau de l'ambiance de la ville, quoi. Même si ils ont fait des choses pendant le All-Star Game
que j'ai trouvé étonnante. Je pense que c'est peut-être le fait que ce soit au Chase Center, mais la ville a été beaucoup plus impactée que ne l'était dans le passé. Non. Que quand c'était de l'autre côté de de l'autre la côté, baie, même si ça a été génial, l'Oracle, la session là-bas, avec Kyrie Irving, justement, qui était là hier, qui a été extraordinaire avec le public, les kids, en faisant shooter depuis les tribunes. Enfin bon, drôle comme tout, et un bon moment. La baie va bien, voilà. J'allais dire Victor Wembanyama, pas exactement. Le titre de défenseur de l'année. Depuis que Victor est out, forfait, il est déjà forcément éliminé des trophées individuels, puisqu'il a joué que 46 matchs cette saison. Il en faut minimum 65 pour être éligible à un trophée. C'est déjà pas mal, 65 matchs sur 82. C'est beaucoup, ça laisse peu de marge finalement pour une blessure qui dure un peu. Voilà, 17 matchs. Est-ce que déjà, je vais commencer par une question très simple. Est-ce que, selon toi, le trophée lui était promis, même s'il restait encore pas mal de temps à jouer? Ça semblait quasiment décidé pour Victor. Oui. Pourquoi? Alors on peut me sortir toutes les stats de compte, de ceci, de dissuasion, d'efficacité sur les moments où il est sur le terrain. Au-delà de tout, c'est le discours des adversaires. Et puis les attitudes, tu vois. C'est les attitudes sur le terrain aussi, où le nombre de joueurs qui hésitent, qui vont pas au lay-up et qui préfèrent repartir. Ils font lecture, ils disent là, de ce côté-là, faut pas y aller. Ouais. Donc vraiment, c'est un game changer à ce niveau-là. Et oui, il aurait été défenseur de l'année parce qu'en plus c'est son truc. Il a le timing, il a des récupérations, il a des contrats de main, il a des contrats à une main, il a des comptes qui restent sur le terrain. Bientôt, il va faire contre et passe en même temps. Donc voilà, il lui arrive ce qui lui arrive et on en profite pour lui souhaiter le meilleur, vraiment. Le meilleur et prendre le temps et la force. Il doit être choqué, heurté par le fait de pas jouer, de trouver ça injuste, mais il y a des choses qu'on contrôle pas et il faut les faire passer. Il y a des exemples de joueurs qui reviennent à bloc derrière, à commencer par le capitaine de l'équipe de France de hand, Ludovic Fabregas, des joueurs qui ont eu ça. Fabregas c'était comme Victor à l'épaule, les autres c'était aux jambes, donc c'est un peu différent. Le tout étant, voilà, après est-ce que ça va être un big man? Jaren Jackson Junior a toujours un petit peu cette cote, il l'a déjà été, il est assez, polyvalent, il peut sortir, il sort bien sur les pick and roll, il peut trapper, il a des bonnes mains, il a le sens du contre, il est efficace dans les replis. Il a ce côté, il peut, même s'il est très grand, il peut défendre, pas sur des meneurs, mais il peut défendre sur des joueurs vraiment plus petits que lui parce qu'il a cette vitesse de déplacement latéral, il arrive à boucher les espaces. Mine de rien, un candidat comme Anthony Davis, il manque des matchs, donc il faudra faire ses comptes, mais à mon avis, il n'aura pas de quoi faire candidature. Moi, je pense qu'il y a des petits, Amen Thompson, alors moi j'avais noté Amen Thompson, Dyson Daniels, moi j'aime beaucoup Lou Dort, même s'il est peut-être un peu plus loin dans le classement. Non, parce qu'il mérite aussi... je sais qu'il mérite, mais il a un petit retard, je pense, sur Daniels ou Amen Thompson. Lou Dort, je le comparerais à ce qu'était Marcus Smart à l'époque, et Marcus Smart a gagné... c'est amusant, je vais faire le malin, mais fait un moment que je vous dis que j'aimerais bien qu'il y ait un meilleur défenseur intérieur et un meilleur défenseur extérieur. C'était ma question suivante, c'est est-ce qu'il faut séparer ce trophée en deux? Il commence à en parler là, t'as vu, ça arrive. Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont frustrés. Bien sûr, parce que statistiquement, les contres, même à l'intercepteur, c'est ce qui me gêne un peu avec Dyson Daniels. C'est une ligne de faute, l'interception, parce que il faut voir combien t'en tentes par rapport à ce que t'en réussis, parce qu'en général, quand tu la rates, tu la casques. Donc, l'interception, parfois, des défenseurs qui sont trop sur la pointe des pieds, trop en avant, ils vont piquer des ballons, mais ils vont se prendre des backdoors, ils vont prendre des 1 contre 1, etc. Le meilleur exemple de ça, c'est Russell Westbrook. Dans ses années au Thunder, il faisait beaucoup d'interceptions, mais il coûtait aussi très cher en défense parce qu'il je vais te donner un exemple, et tu sais que pas la passion, mais vraiment j'ai adoré ces années. D-Wade était un formidable contreur et un très bon intercepteur. C'était un défenseur sur l'homme en bune à bune sur des 1 contre 1. Il y avait mieux. C'est ça. Donc défendre, c'est quoi? C'est baisser le pourcentage de l'adversaire, individuellement, collectivement. C'est bien faire chier ton adversaire qui arrive et qui sait qu'il va avoir un... Voilà, donc oui, ça ouvre le débat.
Dyson Daniel, c'est un bon profil, mais enfin bon, Atlanta perd beaucoup de matchs, ils sont sous la barre des 50, ça m'enquiquine un peu. Moi j'aime bien le chien de garde qui est capable, c'est pour ça que ça va du côté de Lou Dort. Il va s'infuser Jaylen Brown, il va s'infuser Jason Tatum, il va s'infuser les gros ailiers, on va le mettre sur Luka Doncic, on va le mettre sur les pointures du scoring extérieur. Souvent qu'en plus les meilleurs joueurs, les meilleurs scoreurs en général, c'est justement sur ces postes 3 en fait qu'on les retrouve aujourd'hui. Le Joker, oublie pas le Joker. Non, ok, il y a le Giannis. Giannis, tu peux pas le faire défendre. Si tu prends les 30 équipes de la Ligue, dans la majorité des cas, le meilleur attaquant, il est sur ce profil-là de joueur aux alentours des 2 mètres, tu vois, qui va du coup marquer beaucoup de points. Anthony Edwards. Voilà, c'est Anthony Edwards, c'est Jason Tatum, c'est Jaylen Brown, c'est Luka Doncic qui est le premier à dire d'ailleurs que le pire joueur pour lui, son pire adversaire, c'est Lou Dort. Oui, parce que physiquement, il te fait percevoir quelque chose. Il a ce côté défense corps à corps, lui. Comme peut l'avoir Dillon Brooks, par exemple. Ouais, borderline. Mais c'est dans le même esprit. Tout à fait, c'est dans le même esprit. C'est le même profil. Il y a à Houston, il y a quelques gros défenseurs quand même. Il y a des boucleurs là. Il y a du physique, il y a de la densité. Voilà. Du coup, tu me fais la passe décisive. On va passer à Houston qui ne cesse de dégringoler au classement depuis quelques temps. Ils ont longtemps été entre la 2e et la 3e place. Les Rockets, maintenant, ils sont 5e. Alors, toujours un bon bilan, 35 victoires, 22 défaites. Mais il y a ces 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Et alors, c'est un peu corrélé à l'absence de Fred VanVleet, d'ailleurs, sur ces défaites, comme par hasard. Même s'il est assez maladroit cette saison, depuis que VanVleet est blessé, ça tourne moins bien pour Houston et il n'y a plus, on va dire, cette énergie, cette formule qui faisait que les Rockets semblaient capables de battre n'importe qui chaque soir. Oui, alors, est-ce que Houston valait la 2-3e place ? Peut-être pas, oui. Ils étaient peut-être en surperformance, et notamment Alperen Sengun, ça l'a amené au All-Star. Depuis, il continue de faire des stats, mais le pourcentage est moins bon. Jalen Green, moi je trouve performe remarquablement, mais oui, alors au-delà des stats perso, dès que VanVleet n'est pas sur le terrain, ils perdent un petit peu de cerveau, et même beaucoup de cerveau dans cette équipe, et dans les choix de jeu, dans le tempo, dans mettre la balle intérieure, dans servir. Il y a de l'intensité, il y a du spectacle, il y a de la défense, mais ils restent toujours dans les matchs pratiquement. Mais bon, il faut les finir, et je suis persuadé que c'est l'absence de VanVleet qui accélère le truc. Après, dans une saison, ils ont eu de la réussite, ils en ont un peu moins. Est-ce qu'ils n'étaient pas un poil en sur-régime ? Et là, ça va s'y stabiliser en étant en play-off. C'est quand même big go pour eux. C'est là où on les attendait cette année dans une progression. On va rappeler que l'année dernière, ils étaient quand même restés à la porte du truc. S'ils sont directement qualifiés en play-off cette saison, s'ils sont top 6, voilà, c'est presque une progression encore plus fulgurante que ce qu'on prédisait, parce qu'on leur disait qu'il faut aller au moins en play-in. Si tu es top 6, c'est déjà très bien. Dans la conférence Ouest, l'objectif, c'était... devant Phoenix, t'es devant Minnesota, t'es devant Dallas. C'était play-in ou avantage terrain play-in complètement. Ouais. L'année d'avant, Dallas avait fait 11-12e et puis a été allé jusqu'au final NBA. C'est en passant par le play-off direct. S'ils vont en play-off direct, c'est une grosse réussite. C'est la 2e plus grosse réussite, je dirais, après Détroit. Si Détroit arrive à l'Est à aller directement en play-off aussi, en partant de là où ils sont partis. Voilà, mais pour en revenir à Houston, le travail de Ime Udoka est un travail de dureté, un travail d'intensité. Moi, on en parlait avec Xavier dans l'émission. Je suis assez épaté par ce que fait Jalen Green cette année. La progression de ce garçon, au-delà de celle de Alpi Sengun, m'étonne, parce que il était loin du compte dans les pertes de balles étaient toujours supérieures au pass day. Il a toujours tendance à en perdre de temps en temps. C'était son académie de jeu. Elle a l'impression que c'était un chien fou. Parfois, il partait un peu dans tous les sens. Un peu, mais en double XL, comme était Anthony Edwards à la sortie, où il y a eu sélection de shoot, choix de jeu, tri des options, qu'il a fallu développer. Mais je trouve impressionnant, et je trouve Amen Thompson défensivement. Celui-là, quand tu l'as sur le dos, il peut défendre de 1 à 4 sans souci.
Il a un futur incroyable, ce gosse. Enfin, les deux, hein, Osar aussi. Osar aussi, mais je trouve Osar, oui, pardon. Mais je trouve que Amen Thompson, c'est quand même est en avance, je dirais. Voilà, il m'impressionne. Et puis il y a l'intensité des Eason, c'est intense. C'est aussi une équipe où tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment. Alors tu me parles de Jalen Green, mais il n'y a pas vraiment de tête qui dépasse non plus. C'est-à-dire que tu as peut-être deux leaders en attaque, Sengun et lui. Et ensuite c'est 8-9 joueurs qui sont tous capables de donner des bonnes minutes en fonction de ce que décide Ime Udoka. T'as des papas, t'as le cas à part qui est Dylan Brooks, mais qui fait il est parfaitement admis dans son basket, dans sa manière, et elle est positive. Puis t'as des papas, t'as les vieux, t'as le vieux Steven Adams. Qui joue pas beaucoup. Mais il est là dans le vestiaire. Là, Van Vliet. Il y a une déception, c'est Rich Shepard. Pour un numéro 4 de draft, ça tarde à montrer des choses, quoi. Mais c'est parce qu'il y a aussi, je trouve, pas mal de... Enfin, il y a une grosse concurrence, en fait. Il y a Kenyon, le Porter Junior aussi. Il y a Kevin Porter Junior. Junior. Et attends, il est toujours à Houston ? Non, il n'y est plus. Non, il est parti de Houston, je crois. Il n'est pas aux Clippers ? J'ai l'impression qu'il a joué dans plein de franchises, lui, déjà. Non. Et ouais, non, mais tu vois, c'est vraiment dans cette équipe où c'est très... Il y a une bonne alchimie, il y a un gros groupe de joueurs. Mais tu as des leaders qui sont très bons, mais par exemple, Jalen Green, c'est à peine 20 points de moyenne et c'est le meilleur marqueur cette saison des Rockets. Ils sont pas tout à fait prêts, ils ont besoin d'une intensité collective qui illustre bien Dylan Brooks et que demande Ime Udoka. C'est une équipe qui est bien construite. On verra jusqu'où elle peut aller. La saison montre qu'elle n'est pas finie. Elle a une bonne base, mais elle n'est pas finie. Elle a 2 stars jeunes. Il faut compléter l'affaire. Voilà. Et écoute. Comment tu la compléterais l'affaire ? Parce que si Sengun et Green sont, on va dire entre guillemets intouchables, même si voilà, moi depuis le trade de Doncic, pour moi il y a plus que 2-3 joueurs max qui sont intouchables. Mais il y en a qu'un pour moi. Wembanyama. Ah oui, je pensais même non, LeBron. Tous les autres, tout peut arriver. Ouais. Bah oui, depuis l'arrivée de Doncic, peut-être que LeBron est redevenu intouchable. Ouais. Mais sur quel compartiment tu verrais les axes de progression, d'amélioration ? C'est poste de meneur. Peut-être Fred VanVleet qui va commencer. Il a que 30 ans d'ailleurs, Fred VanVleet. Oui, il a que 30 ans, c'est pour ça que quand Shepard est arrivé, sur le long terme, il y a un truc à faire. Mais c'est quand même peu de choses de montrer de la part de Rich Shepard pour l'instant, qui est un ancien de Kentucky. Moi, derrière ou deuxième arrière, des joueurs, je sais pas, niveau d'un CJ McCullough ou d'un joueur comme ça. Après, ça se trouve, hein. Oui, il y a de la marge de manœuvre financière. Je pensais à ça l'autre jour. Tu sais, les coups de bol à la draft, ça existe. Les Spurs vont finir 12e ou 13e, ça dépend si Portland finira devant eux ou pas. Je pense pas qu'ils puissent revenir sur la 11e maintenant, enfin bref. Enfin, ils peuvent, mais ce sera difficile. Et s'ils attrapaient Cooper Flag ? Qui ça ? San Antonio ? Ouais, j'ai vu passer ça, mais... écoute, ça fait un pourcentage de chance, ce qui n'est pas déconnant. Les Bulls ont eu Derrick Rose, ils avaient 1% de chance et les Cleveland, il y a 10-12 ans, ils ont fait Wiggins et Bennett enchaînés. C'est pas interdit. Hein. Ouais, bien sûr, après il y a les histoires Et de toute façon, dans le top 5-6, t'auras des bonnes équipes. T'auras des bons joueurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, tu peux... la promo qui vient est annoncée... avec les gars de Rutgers, avec Cooper Flag, avec tout ça, est annoncé assez top quand même. Ah, si t'as Cooper Flag à San Antonio... Non, mais oui, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Mais t'es pas obligé de prendre Anthony Bennett, comme avait fait Cleveland. Ouais, il y en a d'autres. En fait, moi, plus que des coups de bol, je parlerais de franchises et de GM qui travaillent mieux que d'autres aussi. Parce que souvent, les équipes qui se ratent à la draft, c'est un peu toujours les mêmes, et celles qui réussissent, c'est aussi souvent les mêmes. C'est pas faux. Regarde Miami, par exemple. Je pense qu'ils scoutent bien à Miami. Kelly Ware en 14e cette année, c'était pas béni quand même. Voilà, un nouvel exemple. Voilà. Ouais, et les autres l'ont pas pris avant. Donc, Même Zakili, qui était un peu loin par rapport, même s'il est monté à la fin. Zakili, je trouve que c'est un cas un peu différent parce que c'est plus sur son physique et son adaptation à l'NBA qui pose des questions, pas son niveau de jeu. Ils ont ajusté un peu son physique, il a changé. Il a fondu, ouais. Tu as quelque chose à ajouter, Jacques, ou pas ? On était assez rapide là, 24 minutes, je vois. On s'arrête là, mais c'est très bien. Écoute, il n'y a pas de souci. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle ? C'est vrai que
que Victor, ça a été un choc pour tout le monde. Hein. Bon, on peut dire un mot de l'équipe de France que j'ai vu jouer en Croatie, où j'ai vu des garçons. Alors le résultat est trompeur parce que on n'était pas sous la menace. Ils ont jamais eu la balle vraiment pour gagner, quoi. Belle solidarité, des balles perdues pas indispensables et surtout de la part de nos deux meneurs à un endroit où on s'attendait pas à ce que ça arrive, mais des joueurs qui se sont bien éclatés, qui ont supporté l'équipe, qui ont su être juste dans le jeu, qui ont eu un investissement collectif en défense bien sympa. Et puis une bonne victoire dans une atmosphère de manufacture des tabacs avec 3500 personnes à Zadar. Et je vais raconter, on va finir avec ça, avec cette petite anecdote. Une fois, ils font la finale, alors ça doit être Zadar Split ou Zadar Zagreb, ouais, en finale de championnat, et la salle de Zadar est suspendue. Et en ouvrant les vasistas, ils s'étaient mis autour de la salle et ils braillaient autant que s'ils étaient à l'intérieur. Et les joueurs entendaient depuis l'extérieur. C'est un endroit spécial. Alors oui, il n'y a que 3005, mais... en ressenti, t'as plus. Ah oui, c'est un tombeau hindou, hein. C'est la salle du Koshaka Club Zadar. c'est quand même, enfin qui s'appelait comme ça historiquement, c'est quand même un endroit à éviter si tu veux. T'as joué là-bas toi en tant que joueur ou pas ? Oui, il y a bien longtemps. Oui. Est-ce que t'as fait des grosses perfs là-bas ? Non, tu peux être bon, c'était une bonne équipe. Au-delà de tout ça, ça fait peine de voir, même si Ezonia reste un joueur capable. Bojan Bogdanovic joue pas, les Croates de la diaspora viennent pas, et ils se qualifient pas pour un championnat d'Europe. C'est une notion de perte de vitesse. Alors que t'as la Serbie, la Slovénie qui fonctionne, la Bosnie, le Monténégro, la Croatie a été mangée par ces démons, et il y a aucun ancien qui soutient, même si Josip César a été... il a été, mais un peu après les autres. Voilà, c'est un triste souvenir. Mais en tout cas, nos Bleus, ce soir, ils jouent d'ailleurs. Ils jouent contre la Bosnie. À Orléans. Ouais. La Bosnie qui va aller à l'Euro. Ça nous donnera sûrement l'occasion de voir Youssouf Nourkic, qui, quand il peut venir, vient. Il vient souvent. Il vient souvent. Et puis Drazen Moussa qui est au Real. Enfin bref, l'Euro qui aura lieu en septembre prochain. Et ma foi, écoute, on parlait de Victor, c'est pas dit qu'il y soit, c'est pas mais sûr du tout, malheureusement. on verra, avec des Vincent Poirier, avec des Alexandre Sarr. Rudy a pas donné sa réponse, on a encore des big men, il y en a beaucoup. Et ce qu'on fait Nil Sako et Bodian Massa dans la fournaise là-bas a été très sympa. Il y a des Moukoundou qui ont du ballon aussi. Bref, j'ai bien aimé les deux Antibois aussi, Cabarro, Cordinier, qui sont un peu des leaders. Et puis Eli Okobo, il a franchi un cap cette année. Voilà, ils ont été sereins dans un contexte qui ne l'était pas obligatoirement. Et ça nous permettra de patienter. Il faut tout aussi. Tout à fait. Et ça nous permettra de patienter avant la reprise de la NBA au mois d'octobre. Ouais, puis tu risques d'avoir des joueurs NBA qui vont venir. Alors ça dépend des statuts. L'Euro, c'est compliqué parfois quand même pour faire venir les joueurs. mais il y a une saison où il n'y a rien l'année prochaine. Si tu veux, après, t'as un vrai break l'été d'après. En 2026, il n'y a rien, il y aura juste la Coupe du Monde en 2027. Donc, oui, ça peut être l'occasion de se montrer avec la sélection et de gagner des places. Tu m'as compris, je pense que Lucas sera là, je pense que Giannis sera là. Giannis, il a dit qu'il voulait, enfin, s'il était en bonne santé, il voulait y être. Sauf s'il change de franchise, c'est plus compliqué des fois. Ouais, après, quand tu t'appelles Giannis, si t'as envie d'aller à l'Euro, normalement, t'y vas. Oui, mais enfin, il est très pro quand même. Enfin, on parle dans un prochain podcast de l'intersaison à venir des Bucks. Il n'y a rien en 2026. Donc, voilà, c'est pour ça que Victor, tout ça, ils allaient tous être dispo, là. Il y a un break en 2026. Voilà. Merci Jacques, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se redit à très bientôt, je crois vendredi. Oui, vendredi, tout à fait, pour un nouveau numéro. Bonne semaine basket à toutes et à tous. Ciao. Ciao.